Bonsoir à tous, merci d'être venus pour finalement cette conférence supplémentaire qui n'était pas prévue au départ dans le cycle de conférences de cette année, mais que l'actualité a un peu imposé. Je vous demanderai d'abord peut-être de veiller à mettre vos portables sur vibreur, puisqu'on l'oublie tous, l'une ou l'autre fois, et on ne nous appelle jamais le vendredi à 20h15, et c'est ce soir-là où ça sonne. Donc, voilà, merci. Alors, nous accueillons Morgane Lotz, qui a le doux titre d'islamologue et de persologue, Iranologue. d'iranologue. Il s'est formé de lui-même d'abord, avant de suivre des formations reconnues en Europe et en Iran. Et il est l'un des rares à savoir un peu de quoi il parle. Parce que finalement, l'Iran, c'est loin. On a connu l'Iran près de chez nous, enfin les Perses, c'était aux Thermopyles, mais c'était il y a quand même très longtemps. Et ma foi, on n'en sait pas grand-chose. Alors, ceux qui en savent un petit peu plus savent que les Iraniens sont musulmans, mais pas comme les autres. Quand ils sont tous sunnites, eux sont chiites. Les Iraniens, ils vivent au milieu des Arabes, mais ils sont indo-européens, ils sont perses, ils ne sont pas arabes. C'est déjà complexe dans la région. Donc c'est une minorité parmi une majorité. C'est un peuple qui a une très longue histoire, un des rares peuples de la région à avoir une grande histoire en tant que pays. Et c'est cet Iran que nous connaissons aujourd'hui. Alors, mais que nous connaissons finalement peu. C'est un des grands satans, pour reprendre le vocabulaire des mollahs. L'Iran est dénoncé par tous les médias comme le danger absolu. Et ça va jusqu'à aujourd'hui, puisque nous savons que l'Iran bloque le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, d'ailleurs, qui n'était absolument pas bloqué avant le début de cette guerre, il y a 2 mois. Voilà. Donc l'Iran, on connaît peu. Alors l'Iran, on sait aussi que c'est de fait une dictature. Nous verrons ça, mais en tout cas, c'est pas une démocratie à l'occidentale. Et tout ce que nous savons sur l'Iran, finalement, l'essentiel de l'information nous vient de gens qui sont hostiles à l'Iran. Et donc, il est extrêmement difficile de se faire une idée. Il y a en plus un conflit. Le conflit génère du brouillard de guerre. On sait, grâce à M. Trump, que la guerre est finie, que la guerre est gagnée. C'était il y a 2 mois, et il le répète toutes les semaines. Donc il y a manifestement des choses qui ne fonctionnent pas aussi bien qu'il le voudrait. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. On va écouter ce que Morgane peut nous dire, ce que M. Lotz va nous dire, puisqu'il a des échos directement de là-bas. Parce que si l'Iran tient, il me semble évident que l'Iran est tout de même touché par les semaines de bombardement qu'elle a subies. Ensuite, ce qu'il en est de l'opposition intérieure iranienne, de son poids, il est difficile de se faire une idée, et peut-être que Morgane Lotz réussira à nous donner des idées un peu plus concrètes sur la manière dont ça se passe là-bas. Voilà, c'en est tout pour moi. Morgane, merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, déjà, merci à toutes et à tous d'être venus. C'est toujours agréable de voir que des gens s'intéressent à l'Iran, parce que sur les réseaux sociaux, dans les médias, tout le monde a une idée, mais personne n'a lu, n'a étudié ou n'a suivi de conférence. Donc déjà, je vous remercie pour votre saine curiosité. Donc je vais commencer un petit peu cet exposé par les généralités sur l'Iran. Alors déjà, comme disait M. Saint-Germain qui était là, personnologue. Vous m'entendez tous ? Non ? Alors je vais essayer de parler plus fort. Comme le terme avant était dit de persanologue, alors que le terme est souvent employé dans le milieu universitaire, c'est iranologue. Donc déjà, souvent, on oppose ce terme perse à Iran. Donc je vais déjà éclaircir la différence entre les deux. Donc la Perse, c'est déjà une terminologie grecque. La traduction de Perse en persan, c'est Fars. Fars, c'est une région du sud de l'Iran où se trouve la ville Shiraz, ainsi que Persépolis. Vous avez certainement tous entendu parler de Persépolis.
C'est de là qu'est née la dynastie achéménide, qui a conquis le territoire iranien et a donné naissance à l'empire achéménide, qui va plus tard affronter les Grecs afin de s'étendre, qui va contrôler une grande partie de ce que l'on appelle en terminologie anglo-saxonne le Moyen-Orient, à savoir que dans la région, ils parlent souvent d'Asie occidentale ou d'Asie du Sud-Ouest. Un Moyen-Orient, c'est vraiment une terminologie anglo-saxonne, qu'on a l'habitude d'employer en France à tort. Donc cet empire est né dans la région du Fars et va conquérir toute la région, et c'est de là que vient le nom de Perse, qui va nous être transmis en Occident par les historiens grecs. Mais les Iraniens se sont toujours appelés l'Iran. Iran qui vient de Aryan, Aryan-Shar, Iran-Shar, le pays des Ariens. Alors pas arien dans le sens hitlérien du terme, ça a été repris plus tard par les nazis, mais à la base, arien veut dire noble, dans le vieil avestique qui est l'ancienne langue persane. Donc là aussi, je vais me permettre de corriger une erreur de M. Bernard-Henri Lévy, qui a publié un livre il y a quelques années maintenant, où il affirmait que le changement de nom de 1935 était dû à l'incointance de l'Iran avec Adolf Hitler et l'Allemagne nazie. C'est totalement faux. Donc déjà, Bernard-Henri Lévy nous cite comme source un mec dans le désert du Kurdistan m'a dit que. Pour un philosophe de lumière, c'est assez délicat comme crédibilité. Non, effectivement, c'est bien Reza Shah Pahlavi, le père du Shah qui a été chassé en 1979 par la Révolution, qui a demandé en 1935 à toutes les chancelleries étrangères de modifier leur appellation de Perse par Iran. Ça, c'est vrai. Mais ce n'était pas sous l'influence des nazis. C'était pour un retour aux sources, et en fait, tout simplement, pour une correction de l'appellation de ce pays. Parce que les Iraniens sont toujours appelés Iran. Pour eux, si vous dites « je vais en Perse », ils vont vous dire « ah, vous allez à Shiraz dans le sud ». Voilà. Perse, c'est pas Téhéran, c'est pas Tabriz, c'est pas Mashhad, c'est pas Ispahan. C'est vraiment une région du sud. Donc ensuite, dans les grandes lignes historiques, l'Iran, c'est un pays qui a connu 3 grandes périodes. Donc la période antique, ce qu'on a tendance à appeler la Perse. Alors là aussi, il y a un jeu de mots avec Perse et Iran. La Perse mise en opposition avec l'Iran actuel pour semblablement illustrer la Perse avant la révolution islamique et l'Iran après. Donc c'est un jeu de mots et ça a malheureusement toujours cours en Occident aujourd'hui. Les gens n'arrivent pas à distinguer les deux. Donc cette période antique, l'Iran antique, va être marquée par 3 grandes dynasties, les Achéménides, je l'ai dit, qui ont été fondées plusieurs siècles avant Jésus-Christ, qui vont ensuite s'incliner devant l'invasion de l'Iran par Alexandre le Grand, qui était, contrairement à ce qu'on dit, un passionné de la culture iranienne. Il va même épouser Roxane, qui était une Iranienne et qui va devenir son épouse légitime, et forcer plusieurs milliers de ses généraux, de ses soldats, à épouser des femmes iraniennes, parce que c'était un fou de la culture iranienne, et on le comprend parfaitement. Donc ces Séleucides qui vont marquer l'introduction en Iran de la culture grecque, la culture hellénique, vont non pas régner sur un Iran unifié, mais sur plusieurs morceaux. La réunification de l'Iran va avoir lieu avec les Sassanides. Donc on est à peu près au 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Les Sassanides vont régner jusqu'à l'invasion arabo-musulmane du 7e siècle. Je vais y revenir. Donc les Sassanides vont notamment s'affronter avec l'Empire byzantin. Donc on a beaucoup de traces des historiens grecs et byzantins concernant cette période. Et on va cette situation qui va quand même s'étaler sur plusieurs siècles va durablement affaiblir l'Iran sassanide qui, à cette époque, au niveau de la religion, est zoroastrien. Là aussi, il y a souvent je vois souvent passer sur les réseaux sociaux de fausses histoires, des manipulations historiques, comme quoi les souverains zoroastriens se seraient convertis au christianisme. C'est faux. L'Iran a une particularité, c'est que l'on connaît tous ses souverains à travers l'histoire, et ils ont été soit zoroastriens, soit musulmans, mais jamais chrétiens. Ce qui n'empêche pas qu'il existe une communauté chrétienne en Iran. Communauté chrétienne qui va en partie être persécutée par les zoroastriens à certaines époques. Au 7e siècle, plus loin que l'Iran, en Arabie, apparaît l'islam. Donc avec le prophète Muhammad, qui va ensuite, après sa mort, les califes qui vont lui succéder vont entamer une série de conquêtes de la région. Alors ça va nous mener jusqu'au Maghreb et l'Andalousie en Espagne. Mais du côté de l'Est, ils vont envahir l'Iran, on est à peu près au 7e siècle, dans les années 640-650 et un peu après. Donc là, l'Iran, qui était déjà durablement affaibli par les guerres contre Byzance, va se retrouver en situation de domination.
va être entièrement conquis, non pas sans résistance de la part des Iraniens, pas forcément une résistance hostile à l'islam, mais hostile aux envahisseurs étrangers. Nous allons voir au fur et à mesure de cet exposé que l'Iran a toujours une conscience nationaliste qui ne l'a jamais quittée. Et ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, c'est en Iran la fête nationale de la langue persane. D'ailleurs, à ce titre, le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, a publié un discours, un message à la nation, en appelant à développer la langue persane et à la protéger contre les éventuelles influences étrangères. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de mots arabes qui sont apparus dans la langue persane, et ça, les Iraniens ne le supportent absolument pas. Et ça arrive souvent que les Iraniens vous corrigent, non mais ça c'est un mot anglais ou arabe qui a été importé dans notre langue. Très bien. Donc, ce 7e siècle, l'Iran passe dans ce qu'on appelle une deuxième période, qui est celle du Moyen-Âge, ou plutôt Iran islamique. Alors j'utilise volontairement le terme de Moyen-Âge pour vous donner un ordre de comparaison par rapport à notre histoire occidentale. Donc là, l'Iran va être morcelé entre plusieurs influences. Donc d'un côté, des souverains arabes qui vont s'imposer plus ou moins de force sur certains territoires iraniens, et du côté du nord et surtout du nord-est, ce qu'on appelle le Khorasan, qui est une région frontalière avec le Turkménistan et l'Afghanistan. Là, ce sont des dynasties arabes, mais avec une administration 100% iranienne. Donc là, l'Iran entre dans cette période et il faut attendre le XVIe siècle, l'an 1500, pour qu'émerge une dynastie iranienne qui va réussir à reconquérir l'ensemble des terres de l'Iran. C'est la dynastie des Safavides. Donc là, on entre dans une troisième période qui est celle de la Renaissance iranienne et qui coïncide au niveau du calendrier avec notre Renaissance occidentale. Donc les Safavides ont une particularité, c'est qu'ils sont issus d'une confrérie soufie, chiite. C'est un peu un mélange des deux, c'est pas très clair, mais il y a des influences soufis autant que chiites. Et cette dynastie safavide, en l'an 1500, va proclamer l'islam chiite comme religion d'État. C'est aussi à partir de cette période que l'on assiste à l'élaboration, la construction d'un clergé musulman chiite élaboré, qui peut être comparé avec le clergé catholique dans la religion chrétienne. Parce qu'en effet, si vous prenez les sunnites, ils n'ont pas de clergé défini. C'est-à-dire que dans la religion sunnite, le plus sachant, celui qui a le plus de connaissances, peut diriger la prière. Donc, n'importe lequel d'entre vous peut se déclarer imam sunnite. Ce qui n'est pas le cas chez les chiites. Ce qu'on appelle le mollah. Alors, mollah, là aussi, je vais préciser le terme. C'est un terme qui n'est pas usité en Iran, très rarement. En général, c'est plus un titre donné à certaines personnalités. Je pense à Mollah Sadra Shirazi, qui était un grand mystique, dont je vous conseille la lecture, qui a vécu justement à l'époque safavide. Le terme clair religieux, c'est Haroni. Donc Mollah, c'est un terme qui peut être utilisé aussi bien pour des religieux que pour des laïcs. Moi, mes amis iraniens, ils me surnommer Mollah Morgan, parce que j'ai une certaine forme d'érudition dans leur culture. Donc, voilà, c'est pour ça que l'expression République des Mollahs ou Régime des Mollahs, ça c'est typiquement dans les médias occidentaux. En Iran, personne ne connaît ce terme. Donc les Safavides vont élaborer un clergé. Pour être simple religieux, c'est 8 ans d'études, semblablement un prêtre catholique chez nous. Et pour être ayatollah, il faut un minimum de 20 ans d'études et le soutien de l'ensemble, quasi-totalité des ayatollahs en poste, qui valident vos connaissances. Vous passez un examen et il faut une moyenne de 18 sur 20 pour le valider. Voilà. Donc, ayatollah, ça ne s'improvise pas. Donc après, vous n'êtes pas ayatollah comme ça, il y a différents grades dans le clergé chiite. Vous avez donc Around, vous avez juste en dessous d'ayatollah Hojjatul Islam. Et parmi les ayatollahs, vous avez également plusieurs grades, donc l'ayatollah entre guillemets de base, et ça peut aller jusqu'à Marja et Tarlid, qui est source d'imitation. Donc là, c'est un ayatollah plus. Voilà, si on voulait donner une comparaison avec des grades militaires français, les ayatollahs, c'est les généraux, et la source d'imitation, c'est le maréchal. Donc là, il ne doit pas y en avoir plus de 50 dans le monde. Le plus connu étant l'ayatollah Sistani, qui vit actuellement en Irak et qui a, je crois, plus de 95 ans. Donc, l'empire safavide va être la renaissance de l'Iran, aussi bien au niveau des arts que de la culture. C'est à partir de cette période
que des relations vont être nouées avec l'Occident. Hein, il y a eu des ambassadeurs français qui ont été en Iran à cette période. Hein, je pense à Jean Chardin, qui a écrit ses mémoires lorsqu'il a traversé l'Iran. Et la dynastie safavide va s'affaiblir au fur et à mesure, et au XVIIIe siècle, donc nous sommes vers 1722, une première invasion a lieu, c'est celle des Afghans. Donc là aussi, on a une méconnaissance totale de l'Afghanistan, mais fut un temps où les Afghans étaient une grande puissance qui ont conquis l'Iran au XVIIIe siècle. Donc jusqu'à la fin de ce XVIIIe siècle, l'Iran va être dans une posture assez délicate, divisée, morcelée entre guerres d'influence de chefs locaux, de tribus. Et c'est vers le XIXe siècle que Mohammad Agha Khan Qajar va prendre le pouvoir en fédérant l'Iran, en arrivant à éliminer ses divers ennemis. Hein, il sera connu notamment pour aveugler ses ennemis en leur faisant crever les yeux. Oui, c'est assez, parce qu'un roi aveugle ne peut pas régner. C'est une vieille tradition et coutume iranienne. Dans un premier temps, la dynastie Qajar va régner donc, tout le XIXe siècle, va réussir à peu près rétablir l'Iran, notamment grâce à un chancelier qui s'appelle Amir Kabir, qui est, alors c'est assez amusant, mais beaucoup de mes amis iraniens le comparent à Charles de Gaulle. Parce que c'est lui qui va essayer de moderniser la Perse en établissant des réformes sur l'armée, ainsi que des réformes fiscales, financières et administratives. Cependant, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, l'Iran va s'affaiblir, la dynastie Qajar va perdre de sa superbe et va être obligée d'accorder des concessions à des investisseurs étrangers, notamment le major britannique Talbot. Vous connaissez certainement le nom Talbot par rapport aux cigarettes, mais ça va être dans tous les domaines, aussi bien les concessions minières que les chemins de fer, que l'exploitation agricole, que la culture. Et donc, en fait, l'Iran va se retrouver dans une posture où il doit vendre ses ressources à des étrangers pour gagner de l'argent. Parce que la fin de la dynastie Qajar va être assez incompétente. Il va préférer, par exemple, voyager en Europe, notamment en France. Il y a toujours eu une admiration des Iraniens pour la France. Et si vous allez à Évian ou dans certaines stations thermales des Vosges, certains monarques Qajar y sont passés. D'ailleurs, si vous regardez sur eBay, par exemple, vous retrouvez souvent des vieux numéros du Petit Quotidien, le Petit Illustré, où sont représentés les venues de ces souverains. C'était quand même un événement à l'époque, c'était couvert médiatiquement. Et donc l'Iran se retrouve dans une posture de quasi-colonialisme à la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire que même si l'Iran n'est pas officiellement colonisé, c'est quand même une mainmise étrangère sur ses ressources. Donc en 1892 va avoir lieu la révolte du tabac. Donc là c'est assez intéressant, c'est pour ça que je la cite, parce que c'est vraiment l'émergence du clergé dans les affaires politiques. C'est-à-dire que les Iraniens en ont plus cassé que le tabac soit exploité par les Britanniques, le major Talbot, qui va devenir millionnaire grâce à ça quand même. D'ailleurs le tabac iranien qui à l'époque était réputé pour être le meilleur du monde. Donc ça aussi, c'est une culture qu'aujourd'hui les Iraniens ont perdue. Et donc, ça va un peu monter en mayonnaise, comme on dit en bon français, et le clergé va s'en mêler, parce que la population manifestait son désaccord vis-à-vis de ces concessions. Et ça va aller à un point où l'ayatollah Shirazi va même émettre une fatwa interdisant l'usage et la consommation du tabac en Iran. Ce n'est pas interdit islamiquement. Je crois qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas fumer. Mais, alors là aussi c'est intéressant parce que ça illustre aussi le rôle des femmes. Parce que le Shah a été pris au dépourvu par cette fatwa de l'ayatollah Shirazi, par le mécontentement populaire, mais également par les femmes de son harem, qui en signe de protestation et de soutien vis-à-vis de la population et de ses revendications, vont tout simplement boycotter le narguilé dans les harems. Vous voyez que le rôle des femmes n'a pas été non plus totalement effacé en Iran. Ça aussi, c'est une image. J'ai eu l'occasion de traiter le sujet des femmes dans l'histoire iranienne dans un ouvrage qui s'intitule « Les Iraniennes », justement. En 1905-1906 a lieu en Iran ce qu'on pourrait appeler une quatrième période, qui est celle de la modernisation, l'Iran moderne. 1905-1906, c'est la révolution constitutionnelle. Donc, là aussi, le clergé n'est pas à 100% responsable de cette révolution, mais va y participer
avec une certaine influence des idéaux des Lumières. Parce qu'il faut savoir que la fin du XIXe siècle, avec les étudiants iraniens qui arrivent en France, va se propager en Iran les enseignements des Lumières, Voltaire, Rousseau, Diderot et surtout Montesquieu, avec la séparation des trois pouvoirs, pouvoir judiciaire, législatif et exécutif. Et c'est aussi l'apparition en Iran de la franc-maçonnerie. Alors, pas forcément une franc-maçonnerie comme on la connaît en Europe, mais plus une idée de société secrète ou de société de pensée plus ou moins secrète, basée sur des idéaux républicains. Et cette révolution de 1905 va aboutir à la monarchie constitutionnelle. C'est-à-dire que l'Iran va se doter d'une constitution, et le Shah de l'époque était ouvertement hostile à cette idée de pouvoir non absolu pour le monarque, va la signer à contre-cœur, et alors, on dit qu'il est décédé 30 jours plus tard, un mois plus tard à peu près, et on dit que c'est parce qu'il l'a signé à contre-cœur, que ça l'a tellement rongé de l'intérieur, qu'il en est mort. Donc là, l'Iran va connaître son premier parlement. Le parlement, on l'appelle le Majlis en persan. 1907, ça se passe plutôt bien. 1908, on trouve du pétrole à Abadan, donc dans le sud-ouest du pays, proche de la frontière irakienne. 1909, c'est de nouveau le bazar politique, en partie dû à l'influence des Britanniques, qui vont s'accaparer le pétrole et l'exploiter à la place des Iraniens. Donc dans ces années-là, le pouvoir iranien est très faible. C'est l'Anglo-Persian Oil Company qui va exploiter le pétrole, jusque dans les années 1950, je vais y revenir. Et bien que l'Iran se déclare neutre en 1914, ils vont quand même connaître des invasions des Russes au nord et des Turcs au nord-ouest. À noter qu'en 1917, il va y avoir une famine en Iran qui va faire pratiquement 2 millions de morts, et qu'à cette époque, le gouvernement iranien va demander un prêt aux États-Unis. Alors, il n'avait pas de relation compliquée avec les États-Unis à cette époque, mais les États-Unis vont le refuser. Alors que les États-Unis avaient tout de même des intérêts déjà en Iran à cette époque, 1911, Morgan Foster, qui était responsable de l'administration économique et fiscale du pays. Donc là aussi, les Iraniens ont une administration, mais ce sont des étrangers qui la gèrent. Donc là aussi, il y a un mécontentement, une première idée du nationalisme moderne qui se développe. Dans les années 1920, le pouvoir monarchique Qajar est complètement incapable de gérer le pays, et un homme va émerger, c'est dans son premier nom, Reza Khan. Reza Khan qui va devenir ministre de la Défense ou des Armées, puis Premier ministre, et qui en 1925 va officiellement évincer la monarchie Qajar, dont le dernier Shah est mort à Neuilly dans les années 30, donc Neuilly, près de Paris. Et ce Shah va prendre le nom de Reza Shah Pahlavi. Pahlavi qui n'est pas son vrai nom de famille. Parce qu'il va inventer un nom de famille, Pahlavi, qui fait référence au Pahlavi, Pahlavi qui est la première langue iranienne, le vieux perse, si vous préférez, s'appelait le Pahlavi. Et donc, il va mettre en place des réformes, une volonté de moderniser l'Iran, mais de moderniser dans le sens de l'occidentalisation. Reza Shah va donc prendre des mesures. Alors, il va faire réformer l'appareil judiciaire, notamment en faisant venir des juristes français, parce que l'appareil, le droit iranien n'est pas un droit islamique à 100%, encore aujourd'hui. C'est un droit mêlé entre le droit islamique et le droit en partie occidental, notamment français. Donc il va prendre plusieurs mesures qui vont commencer à agacer la population. Tout d'abord, l'interdiction des vêtements traditionnels. Donc en 1928, par exemple, il interdit aux fonctionnaires, aux militaires et aux Iraniens entrant dans les services administratifs d'être revêtus des vêtements traditionnels iraniens, notamment le haba. Le haba, c'est l'espèce de cape. Vous voyez tous comment est habillé un mollah. Voilà, donc l'espèce de cape qu'il porte s'appelle un haba, qui n'est pas spécifiquement un vêtement religieux en soi, puisque à l'époque, certains laïcs le portaient. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, des laïcs le portent pour la prière. C'est, paraît-il, conseillé, voilà, rien de spécial. Il va interdire le turban, excepté pour le clergé. Donc les hommes iraniens, et là c'est intéressant, on voit que les premières réformes d'occidentalisation ne touchent pas les femmes, mais les hommes. Les hommes iraniens auront obligation de porter des costumes cravates,
et des chapeaux melons. Le clergé va râler. Ils n'aiment pas le chapeau melon parce que la visière les empêche de se prier dans l'inclination pendant la prière. Et cette réforme va se poursuivre en 1935 avec un événement majeur en Iran qui est la réforme de Kafché-e-Djab, qui se traduit en français « politique du dévoilement ». Donc là, c'est très simple. Reza Shah va interdire aux Iraniennes de porter le voile. Alors, ce n'est pas le seul pays de la région. Déjà, l'Afghanistan avait entrepris, via son roi, de telles réformes. Reza Shah était, semble-t-il, un admirateur d'Atatürk en Turquie, qui lui avait interdit aux femmes dans l'administration de se voiler, mais lui va l'étendre à la société entière. Donc ça va dégénérer à un point qu'à Mashhad, durant l'été 1936, les gens vont se rassembler à la mosquée de Gohar Shad pour protester, et ça va finir en bain de sang. Reza Shah Pahlavi, à la base, c'est un militaire, c'est un cosaque. Il a été formé par les Russes. Il a été mis en place également au pouvoir avec l'aide des Britanniques. Et c'est un homme qui, autant qu'il veut moderniser l'Iran dans le sens d'occidentalisation, est tout sauf un démocrate. Quand il y avait un problème, lui, il avait une solution, c'était la mitrailleuse. Voilà. Non, mais il faut quand même le rappeler. En 1939 éclate la Seconde Guerre mondiale, et l'Iran déclare à 2 reprises sa neutralité. Mais vous savez que quand l'Iran déclare sa neutralité, il est d'autant plus attaqué. En 1941, au mois d'août, a lieu l'opération Contenance. Donc l'opération Contenance, c'est très simple. Les Russes attaquent au nord, enfin les Soviétiques, et les Britanniques attaquent au sud. Donc ils se partagent l'Iran en 2, tout simplement. Alors que les Iraniens se sont déclarés neutres, que Reza Shah a rompu ses relations avec l'Allemagne nazie. Donc là aussi, il y a une légende un peu iranophobe qui circule, comme quoi les Iraniens étaient proches des nazis, c'est faux. Reza Shah respectait Adolf Hitler, c'est vrai, mais n'avait pas une admiration sans borne pour le nazisme et ne partageait pas son idée. Même si l'Allemagne nazie était le premier partenaire commercial de l'Iran à cette époque, beaucoup de gens voyaient Hitler comme quelqu'un qui a redressé économiquement son pays et fermait plus ou moins les yeux sur les crimes antisémites qui étaient commis, qui n'étaient pas tous connus encore à cette époque. Voilà. Il y avait bien sûr des détracteurs qui critiquaient le nazisme à l'étranger, qui disaient cet homme est dangereux pour l'Europe et le monde, c'est vrai, mais en Iran, ils n'avaient pas vendre tout ça, ils regardaient les relations économiques, ça se passait bien. Et le chemin de fer avait été notamment développé par des ingénieurs allemands, et les Iraniens ne cherchaient pas forcément à comprendre plus loin. Donc en 1941, ils sont envahis. Succèdent aux Britanniques les Américains, parce que, pourquoi l'invasion de l'Iran? Tout simplement parce que vous aviez un corridor d'acheminement de matériel entre les États-Unis et l'URSS par l'Atlantique Nord, sauf que vous aviez la Kriegsmarine allemande, et notamment les U-Boots qui coulaient ces convois. Et donc ça devenait problématique, donc ils voulaient ouvrir un deuxième corridor, et c'est ce qu'on appelait le corridor perse, ou le corridor iranien. Donc ils vont envahir l'Iran pour acheminer les armes du Golfe Persique en traversant l'Iran, le Caucase, jusqu'à la Russie. Donc les Iraniens vont particulièrement souffrir, notamment avec un certain comportement des États-Uniens qui ne sera pas respectueux ou correct. C'est à cette époque qu'on recense les premiers manques de respect et comportements déplacés des Américains vis-à-vis des Iraniens sur leur sol. Ça, c'est vraiment prenant dans l'esprit iranien, ils s'en souviennent vraiment. Nous, on a tendance à oublier ce qui a pu se passer pendant les 2 conflits mondiaux chez nous, mais les Iraniens, vous pouvez en croiser dans la rue, ils vous diront oui, mais les Américains, déjà à cette époque, ils n'étaient pas respectueux. Reza Shah Pahlavi va être détrôné, parce que les Américains et les Britanniques le soupçonnaient d'être trop pro-allemand à leur goût. Et la question va se poser, va-t-on rétablir un souverain Qajar à sa place, ou son fils Mohammad Reza Shah Pahlavi? Donc ils optent finalement pour Mohammad Reza, qui va être donc mis en place en 1943, me semble-t-il, entre 1941 et 1943. Et lui va devenir la marionnette des Américains.
Donc, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945-1946, les Britanniques quittent le pays conformément à leurs accords, dans la fameuse conférence de Téhéran, pour ceux qui s'en souviennent, avec Roosevelt, Churchill et Staline. Les Soviétiques, eux, ne vont pas totalement respecter leur engagement à quitter le territoire, puisqu'ils vont garder l'Azerbaïdjan iranien. Donc l'Azerbaïdjan, qui a pour capitale Tabriz, c'est vraiment le nord-ouest de l'Iran, à ne pas confondre avec l'Azerbaïdjan, le petit pays juste au nord, qui est frontalier de l'Arménie. Mais ethniquement, ce sont des Azéris. C'est une vieille population turque qui résulte de l'invasion mongole de l'Iran au XIIIe siècle. Donc Moscou va manipuler cette région avec des séparatistes pour la rendre indépendante, indépendante à la version soviétique, puisqu'ils voulaient en faire en fait une république socialiste soviétique et l'annexer de fait à l'URSS. Donc ce sera une des premières résolutions de l'ONU nouvellement créée qui va contraindre les soviétiques à évacuer cette région en 1947. Donc l'Iran, à cette période, est complètement essoufflé. Dans les années 50, ils vont élire un premier ministre nationaliste qui s'appelle Mohammad Mossadegh. Et Mossadegh, lui, avait une volonté, c'était de nationaliser le pétrole iranien. Ce qu'il va faire, il va nationaliser notamment la Anglo-Persian Oil Company. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on va se rendre compte que cette compagnie pétrolière britannique avait falsifié depuis le début l'ensemble des comptes et des revenus liés au pétrole iranien, parce qu'ils avaient, selon les concessions et les accords signés, obligation de faire 50-50. Sauf que les Britanniques vont déclarer beaucoup moins pour qu'en fait ça donne 75 pour les Britanniques et 25 pour l'Iran. Donc là, les Iraniens vont se rendre compte qu'il y avait une fraude. Ça va fortement déplaire au Premier ministre britannique, qui à cette époque était Churchill, qui a été réélu, et ils vont lancer une opération spéciale, qui a été officiellement une opération née de l'esprit des complotistes. C'est Obama qui a déclassifié les archives lors de son second mandat. Donc c'est l'opération Tipi-Ajax. Donc Tipi, Toudé Parti, qui était le parti communiste iranien, Ajax, du nom de la lessive, en fait, faire le ménage, lessiver l'Iran. Et donc ils vont faire passer Mohammad Mossadegh, nationaliste, pour un communiste, pour justifier cette opération. C'est assez marrant, un nationaliste qui devient communiste, comme quoi on peut faire passer ce qu'on veut. Et ça va être orchestré par la CIA et le MI6 britannique. Donc ce Premier ministre va être renversé. Mohammad Reza Shah Pahlavi va quitter le pays par crainte d'être renversé, mais finalement les États-Unis vont le remettre en place et renforcer, consolider son pouvoir. Donc à partir de 1953, la dynastie Pahlavi, c'est une dynastie aux mains des Américains, il sert de marionnette. En 1957, il va fonder la SAVAK, qui est la police politique. Et la SAVAK va être formée par la CIA, mais également le Mossad israélien. Et donc c'est une police politique qui va acquérir une triste réputation. Tous les Iraniens se souviennent de la SAVAK, c'est comparé à la Gestapo, tout de même. Alors j'ai eu un jour une grosse surprise, c'était un Iranien avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, qui lui a fait la révolution de 79, qui était roméniste. Et un jour je commence à parler de la SAVAK avec lui, et il me dit « Ouais, la SAVAK c'était pas si mal, ils ont fait du bon boulot avec les communistes. » Voilà, comme quoi la révolution de 79 n'est pas forcément une révolution de gauche, même si Sartre et De Beauvoir l'ont soutenu. Donc le Shah va renforcer son pouvoir à partir des années 50. En 1963, il va entamer une série de réformes qui vont s'appeler la Révolution blanche. Donc l'idée à la base est plutôt bonne. Il va lancer une campagne d'alphabétisation. Donc il va envoyer des professeurs dans toutes les campagnes pour alphabétiser les zones rurales. Ça va porter ses fruits, les gens vont savoir lire et écrire. Par contre, l'un des problèmes va être la réforme agraire, puisqu'on est encore à cette époque de grands propriétaires terriens. Donc lui va vouloir un peu partager les terres entre les paysans à travers des coopératives ou des paysans qui ont les moyens d'acheter leurs terres. Malheureusement, ça ne va pas se passer comme prévu, et ça va développer un fort exode rural dans les villes. Et c'est toute cette base sociale
qui va notamment fournir, si je puis me permettre l'expression, les contingents révolutionnaires de 79. En 1967, le Shah renforce encore son pouvoir, tout en imposant des réformes plus ou moins occidentalisées. Là aussi, il y a beaucoup d'idées reçues. Et je cite la date de 67 parce que c'est la date où est votée la loi de protection familiale en Iran. Donc c'est une loi qui va beaucoup moderniser le mariage et le divorce. L'âge du divorce est ramené de 13 à 18 ans pour les femmes. Il va y avoir une protection vis-à-vis des épouses, elles vont pouvoir demander le divorce plus facilement. Et là aussi, on a tendance à imaginer que c'est une schizophrénie entre d'un côté les lois islamiques et de l'autre les lois dites européennes modernes. Eh bien, pas vraiment. Je vous invite à lire Yann Richard, qui lui était un chercheur français qui était en Iran à ce moment-là. Bon, c'est un vieux monsieur maintenant, mais il travaille encore, il n'est pas à la retraite. Donc lui, il était contemporain de ces événements. Et il précise bien que cette modernisation du droit iranien va en fait plus être un mariage entre le droit islamique et le droit romano-civiliste, le droit qu'on connaît en Europe continentale, en France notamment. C'est pour ça que l'histoire du droit iranien est très intéressante, parce que c'est vraiment un mariage entre l'Iran islamique chiite, je tiens à le préciser, et l'influence, l'apport culturel et juridique occidental. Les années 70 en Iran sont assez particulières. Ce sont des années assez noires. Et je vous invite à lire un journaliste qui s'appelle Richard Kapuscinski, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Shah, tout simplement. Et Kapuscinski est très intéressant parce que c'est un journaliste polonais, donc qui n'a pas forcément de lien culturel avec l'Iran, et qui a une grande spécialité à son époque, c'est de couvrir les différentes révolutions à travers le monde. Et il est en Iran en 1979, et il reste en Iran en 1980. C'est là où c'est intéressant, c'est que son témoignage couvre avant la Révolution, pendant et aussi après. Il n'a pas fait comme tous les journalistes, il n'est pas parti super chouette, la Révolution a triomphé. Il a pris le temps de regarder ce que devenait la Révolution dans sa première année. Et l'Iran qu'il décrit, l'Iran des Pahlavis, l'Iran monarchique, alors on nous explique aujourd'hui que oui, les mollahs sont méchants, c'était mieux avant. Pas forcément. Je vous invite vraiment à lire Kapuscinski. Et le journaliste français de Delannoy qui a écrit un livre très intéressant sur la Savak pour comprendre ce qu'était ce régime des Pahlavis qui a fini par devenir un régime autoritaire, voire une dictature, avec un culte de la personnalité. Je rappelle qu'en Iran, dans les années 70, il n'y a plus qu'un seul parti politique autorisé, Rastariz, qui veut dire résurrection, dont l'adhésion est obligatoire pour les fonctionnaires. Aujourd'hui, en Iran, il y a plus de 200 formations politiques. Certes encadrées, mais en France aussi, les partis politiques sont encadrés. Je vous invite à comparer, parce que j'entends souvent cette critique qui est fausse. On nous dit, oui, mais un parti politique qui est contre la République islamique en Iran est censuré. Je vous invite à aller voir sur le site de l'État, du gouvernement français, comment créer son parti politique. Et là aussi, c'est exactement les mêmes lois. Un parti politique en France qui ne soutient pas la République n'a pas le droit d'être formé. Je vous invite à voir ça sur le site du gouvernement français. N'allez pas croire que je suis candidat en 2027, je n'ai pas prévu de fonder quoi que ce soit. Je me suis renseigné par curiosité. Donc l'ayatollah Khomeini prend le pouvoir en 1979, c'est le 11 février. Et là aussi, on a une caricature sur l'Iran où on croit que Khomeini a imposé sa volonté telle qu'elle. Là aussi, c'est faux. Déjà, alors moi j'ai un problème avec la terminologie officielle en Iran de révolution islamique. Vous avez un franco-iranien, Farhad Khosrow, qui est le grand spécialiste de la sociologie iranienne et notamment de la période révolutionnaire, qui lui ne qualifie pas cette révolution d'islamique pour une raison que je partage totalement avec lui, et c'est pour ça que je parle de révolution de 79 dans mes textes, c'est que cette révolution n'est pas l'apanage de Khomeini, c'est vraiment la révolution de tous les opposants du Shah, des communistes du parti Toudé, jusqu'aux nationalistes, aux laïcs ainsi qu'aux religieux. En fait, cette révolution, c'est un peu tout le monde contre le Shah.
Et vous allez avoir une quasi-guerre civile dans les années 1980 en Iran, pour se partager le pouvoir. Donc parler de révolution islamique, ça c'est une expression, une terminologie un peu officielle aujourd'hui en Iran, quand ils célèbrent leur fête nationale le 11 février. Mais si on voudrait être plus juste historiquement, c'est plutôt révolution de 79. Et Khomeini, à la base, n'était pas pressenti pour être le grand cerveau de cette révolution. Il y avait d'autres ayatollahs qui étaient beaucoup plus populaires que lui, notamment l'ayatollah Shariat Madari, qui était justement un azéri, qui était très populaire dans sa région. Et Khomeini va tout doucement l'évincer, va gagner en influence, notamment avec son exil d'abord en Irak, puis à Neauphle-le-Château, en France. Khomeini était moins populaire, moins connu que Shariat Madari. Il faut bien comprendre que Khomeini, à la base, c'est un religieux. Certes, il a fait des études, mais il n'était pas connu. Il était professeur spécialisé en philosophie au séminaire de Rome. Rome, c'est une ville à peu près une centaine de kilomètres au sud de Téhéran, qui est une des deux villes, entre guillemets, saintes de l'Iran. Vous avez Mashhad au nord-est, entre le Turkménistan et l'Afghanistan, et Rome, donc c'est vraiment les villes des séminaires. Donc Khomeini est un professeur spécialiste de Platon d'ailleurs, pas du tout connu du grand public. Il se fait connaître en 1963, lorsque Mohammad Reza Shah Pahlavi édicte une loi qui s'appelle les capitulations. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce donc que ces capitulations ? Eh bien, ces capitulations ont été abolies en 1928 par son père, parce que ces capitulations autorisaient certains ressortissants de pays désignés à être exemptés de toute poursuite judiciaire. Donc Pahlavi va remettre des exemptions judiciaires pour les Américains présents en Iran. Il faut savoir que dans les années 60, il y a 50 000 Américains présents en Iran. Officiellement, ce sont des conseillers. Alors on ne sait pas trop ce qu'ils conseillent. Dans la réalité, ce sont des militaires, pour la plupart. Donc on voit qu'il y a une grosse mainmise états-unienne en Iran, et ça, les Iraniens ne l'ont jamais digéré. C'est un des facteurs de la révolution. Et en 1963, à Rome, il y a un Nojatol Islam. C'est pour ça que je vous ai parlé des grades du clergé chiite avant. Nojatol Islam qui s'appelle Rouhollah Moussavir Khomeini, qui va émerger, il va prononcer un sermon où il condamne le Shah par rapport à ses capitulations. Donc là, c'est assez étonnant parce que Khomeini émerge sur la scène politique iranienne avec des revendications quand même nationalistes. Donc pas forcément religieuses à la base. Bien qu'il était opposé à cette réforme, à cette révolution blanche de 63 que le Shah avait entreprise. Donc à partir de ce moment-là, Mohammad Reza Shah Pahlavi n'a qu'une seule envie, c'est de le fusiller. Parce qu'il ne supporte pas toute contestation. Donc là aussi, Khomeini va être nommé au grade d'ayatollah de manière assez particulière. On raconte que, là aussi c'est très difficile de trouver des sources, mais il aurait été nommé dans la nuit, ils auraient téléphoné à 200 ayatollahs pour dire validez-le comme ayatollah, comme ça, parce que le Shah n'aurait jamais osé fusiller un ayatollah. Bah, ça aurait été l'assurance d'une révolte populaire, parce que le clergé chiite a quand même toujours été globalement respecté par la population. Donc il va l'envoyer en exil en Irak pendant une quinzaine d'années. Et l'Irak, à la fin des années 1970, en 1978 plus précisément, on aura plus qu'assez d'avoir un clerc chiite qui fait sa révolution sur leur terre, donc ils l'expulseront. Il était question qu'il aille d'abord au Koweït, le Koweït l'a refusé, et donc c'est ses conseillers qui lui ont dit « mais viens en France, tu seras bien reçu, et en France c'est le pays des droits de l'homme, on peut s'exprimer ». Bon, l'Union européenne n'était pas encore assez développée à cette époque-là. Donc Khomeini rentre en France, et là aussi je vais casser un grand cliché. La France n'a pas accueilli Khomeini à bras ouverts. Hein. C'est pas vous, contribuables français, qui avez payé le logement à Khomeini. Il arrive à Paris. À l'époque, les Iraniens n'ont pas besoin de visa pour du tourisme de moins de 3 mois. Donc Khomeini arrive, je crois, au Bourget. Il rentre légalement sur le territoire français. Il est accueilli par ses sympathisants en France, beaucoup de Franco-Iraniens, ou d'Iraniens qui vivent en exil, qui font des études en France. Et donc il passe 3 jours à Paris. Il n'aime pas Paris, c'est trop grand, c'est trop pollué. Et là, il y a une Française, alors c'est très difficile, on n'arrive pas à trouver son identité, qui avait une maison à Neauphle-le-Château et qui va l'accueillir tout simplement à Neauphle-le-Château. Donc il va y rester à peu près 112 jours avant de revenir en Iran en février 1979.
c'est vraiment un dossier particulier, parce que cette maison, donc personnellement, je n'ai pas réussi à trouver de traces de cette Française. C'est seulement des rapports d'historiens, mais je n'ai jamais réussi à trouver son identité. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que cette maison a été, alors on ne sait pas si elle a été confisquée ou rachetée par l'État. Elle a été dynamitée dans les années 80 ou 90 par un groupe islamo-marxiste qui sont les Moudjahidines du peuple, qui d'abord faisaient la révolution avec Khomeini puis qui se sont opposés à lui. Donc pour le coup, eux, ce sont de vrais islamo-gauchistes. C'est vraiment un mélange entre l'islamisme et le marxisme. Je reviendrai sur les Moudjahidines du peuple plus tard. Et donc cette maison a été dynamitée et le jardin aujourd'hui serait apparemment bloqué à Matignon. Donc on ne sait pas qui est propriétaire, apparemment c'est l'État français qui est propriétaire. Et c'est un dossier qui ne bouge pas, qui est quelque part dans les archives en train de prendre la poussière. Le vol Air France, pareil, c'est selon ce qu'on retrouve dans les sources, des sympathisants qui se seraient cotisés pour payer le vol. Alors je ne sais pas combien coûtait la réservation d'un Boeing à l'époque, mais là aussi c'est flou, on ne sait pas si la France a participé au vol pour s'en débarrasser ou si ça a été financé. Voilà. Mais globalement, quand Khomeini vit en France, ce n'est pas aux frais du contribuable, c'est une citoyenne française qui lui prête sa maison. Donc la révolution de 1979 a lieu. Les 30 et 31 mars 1979, un premier référendum a lieu. La question c'est, voulez-vous d'une république islamique ? 98% des Iraniens ont voté oui, sous le contrôle d'une association internationale de juristes américains. C'est ça qui est assez amusant, c'est que c'est des Américains qui ont surveillé le bon déroulement de ce référendum. Donc l'année 1979, il n'y a pas encore de République islamique d'Iran, c'est le gouvernement provisoire. Donc le Premier ministre, c'est Mehdi Bazargan, qui est nationaliste laïque, qui soutient tout de même Khomeini, mais qui va s'opposer à lui par rapport notamment aux tribunaux révolutionnaires qui se mettent en place. Le 18 juin 1979, date du 18 juin, c'est assez cocasse, une première version de la Constitution de la République islamique est présentée, qui ne va pas convenir à Khomeini, pour une raison assez surprenante, c'est qu'il trouve que le rôle du clergé est trop important. Parce que ça ne correspond pas à sa conception, qui est celle du Velayat-e-Fari. Velayat-e-Fari, c'est la tutelle du jurisconsulte. J'y viens juste après, je termine donc l'année 79. En décembre 79, une constitution de la République islamique d'Iran est enfin présentée, et elle est soumise également à référendum. Approuvez-vous cette constitution? Donc on est également à 98% de oui. Donc la République islamique d'Iran est proclamée officiellement fin janvier, début février 1980, et elle a été approuvée par 2 référendums. Alors c'est pas dit qu'il gagne un référendum aujourd'hui, c'est assez particulier. Et ça, c'est une conception qui nous surprend beaucoup, nous autres occidentaux, et surtout français, parce qu'on a l'habitude d'avoir cette image d'un régime français religieux qui est celui de la monarchie, roi de droit divin, et d'une république qui est laïque et qui s'opposerait aux valeurs du christianisme. C'est grosso modo les 2 thèses qui s'affrontent. En Iran, c'est l'inverse. En Iran, le roi n'est pas roi de droit divin. Chaque fois qu'une dynastie a pris le pouvoir en Iran, c'est par la force. Et le premier régime politique, les premières institutions qui se basent sur les valeurs religieuses, c'est la République islamique. Donc c'est inversé, parce que souvent j'entends des gens me dire « oui, mais la République d'Iran, c'est pas de droit divin, le roi ». Il faut vraiment comprendre que c'est l'inverse de notre histoire française sur ce point. Et autre chose qui risque de surprendre, c'est l'opposition à la République islamique d'Iran. On en parle beaucoup, surtout dans les médias. Savez-vous, quelqu'un a une idée, qui sont les premiers opposants à la République islamique? Certains religieux. Là aussi, c'est surprenant, on a l'impression que c'est le régime des mollahs contre la population. Alors, pour comprendre cette situation, parce que si on ne connaît pas ce détail, on ne peut pas comprendre les mouvements de contestation et le débat politique iranien, il faut revenir
à la pensée politique de l'islam chiite. Alors, qu'est-ce que l'islam chiite? Vous avez d'un côté les sunnites et d'un autre côté les chiites. Puis une troisième branche qui sont les soufis, qui est la branche mystique, mais je la mets à part parce qu'elle ne nous concerne pas ce soir. À la mort du prophète Mohammed en 632, la question est le partage du pouvoir. Donc vous avez d'un côté les sunnites qui vont suivre des califes, et d'un autre côté les chiites qui vont avoir une vision beaucoup plus mystique de la religion, avec les 12 imams. Donc qui sont les imams chiites? Ce sont des figures saintes, manifestations théophaniques de Dieu, qui eux vont défendre une posture quiétiste. C'est-à-dire qu'à la base, pour le chiisme originel, il n'est pas question de faire de la politique. Enfin, il y a d'ailleurs des paroles des saints imams qui disent clairement « Tout pouvoir humain terrestre est forcément injuste puisqu'il n'émane pas de Dieu. » Donc là, vous allez me dire « Mais comment est-ce qu'on arrive à la République islamique ?» Parce que les imams chiites, ils disent quand même non. Les chiites vont être victimes de persécutions de la part des califes sunnites qui seront dominants. Et au Xe siècle, le califat abbasside connaît un peu un coup de mou et va devoir s'entourer d'une famille de vizirs. Donc vizir, c'est l'équivalent du premier ministre, si vous voulez, c'est en dessous de calife, d'une famille de vizirs qui sont les bouyides et qui sont iraniens et chiites. Donc là, les chiites vont commencer à développer certaines réflexions sur leur rapport au pouvoir, en se disant finalement le pouvoir, c'est pas si mal, surtout si ça nous protège. Donc c'est la première opposition entre le chiisme traditionnaliste, qui lui est quiétiste, ne veut pas entendre parler de politique, et le chiisme rationaliste, qui lui va commencer à développer une pensée juridique, philosophique différente. Deuxième grand événement dans l'histoire du chiisme, c'est, j'en parlais avant, la dynastie safavide, avec la constitution d'un clergé chiite, où là, le poids des théologiens rationalistes va considérablement s'accroître. Et je citais avant Mollah Sadr Shirazi, qui va être une des grandes sources d'influence de l'ayatollah Khomeini pour développer une conception du pouvoir qui est celle du velayat fari, donc le jurisconsulte juste qui dirige la cité. Ça va peut-être rappeler à certains passionnés de philosophie les thèses de Platon. Je vous avais dit tout à l'heure que Khomeini était spécialisé dans la philosophie de Platon. Et bien pour Platon, on parle de la démocratie grecque, mais ce n'est pas exactement une démocratie comme on l'entend aujourd'hui. Pour Platon, c'est les sages et les poètes qui doivent diriger la cité, et non pas la masse ignorante. Khomeini va être influencé par ça, et dans son Velayat Fari, il va conceptualiser l'idée qu'il y a un guide de la révolution, l'appellation guide de la révolution viendra après, mais un guide, un religieux, qui encadre la société, et qu'à l'intérieur de cette société, vous avez une république qui fonctionne de manière démocratique. Le président iranien est élu directement par le peuple, ainsi que les députés. Et dans la conception de Khomeini, le guide de la révolution, ce qu'on appelle souvent dans les médias guide suprême, alors c'est pas un terme officiel inscrit dans la Constitution, c'est plus une appellation de prestige ou respectueuse. Donc ce guide suprême, pour Khomeini, ne doit pas intervenir forcément dans les affaires sociétales. Ça, c'est le rôle de l'Assemblée des experts pour arbitrer et de l'équivalent du Conseil d'État. En France, on appellerait ça un Conseil d'État. En Iran, c'est plus le Conseil de discernement de l'intérêt supérieur du régime. Donc là aussi, vous voyez que les institutions iraniennes de la République islamique sont en grande partie calées sur le modèle français. L'évolution du poste de guide de la Révolution va beaucoup évoluer à partir de 1989, quand Khomeini décède et que lui succède Ali Khamenei, qui a été assassiné récemment le 28 février. Donc Khamenei va faire évoluer un peu la posture du guide, va plus s'impliquer dans les affaires de l'État. C'est assez frappant géographiquement, puisque Khomeini, lui, dirigeait depuis Rome. Il vivait à Rome, dans une maison que vous pouvez visiter aujourd'hui, qui est très très simple. Il est quelqu'un qui vivait pauvrement. Khamenei, lui, vivait à Téhéran. Il avait plus un complexe pour recevoir les ministres. Voilà. C'est quelqu'un qui s'impliquait davantage, donc il va faire évoluer la position du guide.
tout en recevant des critiques de la part de certains clercs qui, eux, refusent l'idée que le clergé joue un rôle trop important. C'est pour ça que je disais justement tout à l'heure que la première opposition à la République islamique d'Iran vient du clergé chiite lui-même. Alors, comment fonctionne la République islamique aujourd'hui? Eh bien, vous avez donc le guide de la Révolution, qui est élu par l'Assemblée des experts qui regroupe plus de 80 religieux, qui eux-mêmes sont élus directement par le peuple. Donc, c'est à peu près comme un Sénat, si vous voulez. Comme le Sénat jusqu'au référendum de 62 du général de Gaulle en France, c'était le collège des élus qui élisait le président de la République. L'Assemblée des experts, c'est un peu le même schéma pour le guide de la Révolution. Par contre, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour 4 ans. Pareil pour les députés. Alors le Parlement iranien s'appelle l'Assemblée consultative islamique. Le droit de vote est à 18 ans pour le président et les députés, mais à 15 ans pour les autres élections, locales notamment. Donc à partir de 15 ans, vous pouvez élire le maire de votre commune en Iran. La figure du guide est très particulière, on a tendance à ne pas la comprendre en Occident. Je vous parlais de Montesquieu tout à l'heure. Les Iraniens qui ont été très influencés par la pensée française. Vraiment, comprenez bien que l'intellectualisme français est admiré dans le monde entier, sauf en France. Non mais, la France est admirée dans le monde entier. Être français, c'est classe. Sauf en France. C'est facho, paraît-il. Non mais, voilà. Donc, Montesquieu avait divisé 3 pouvoirs, législatif, exécutif, judiciaire. Et si je pourrais me permettre une comparaison avec l'Iran, le guide de la Révolution, c'est un 4e pouvoir, en plus, le pouvoir spirituel. Ce qui nous échappe, parce que la France est un pays laïque, pratiquement athée, voire hostile à la forme religieuse du christianisme. Donc on n'a plus l'habitude d'avoir un clergé qui joue un rôle, qui joue une influence. En Iran, c'est encore le cas. C'est vraiment la posture du guide. À savoir que Khamenei, là aussi, les médias occidentaux ne le présentent pas, mais Khamenei était assez populaire, quoi qu'on en dise, parce qu'il y a vraiment cette figure tutélaire du guide de la Révolution, parce que Khamenei avait aussi des postures assez nationalistes. C'est quand même quelqu'un qui citait le général de Gaulle dans ses sermons. Ah oui, le général de Gaulle cité en exemple par Khamenei, qui l'eût cru? C'est pour ça, moi, j'ai eu beaucoup de surprises de mes amis iraniens, certains qui me disaient en toute franchise « j'aime pas les mollahs, c'est des cons », ont pleuré la mort de Khamenei. Non, mais il faut quand même bien comprendre qu'à travers Khamenei, c'est la figure du chef de l'Iran, c'est l'Iran qui a été attaqué. Et c'est là où j'en viens à ce rapport entre l'Iran et l'Occident, et qui va éclairer l'actualité. J'espère que je n'étais pas trop long jusqu'à présent. Mais vraiment, j'insiste sur les clés pour comprendre, parce que c'est un pays qui a énormément de particularités. Je citais Pierre-Yves Rougeron, qui avait eu l'occasion de formuler ça de cette manière. Les Américains pensaient qu'en tuant Khamenei, ça allait faire comme les Indiens, la tribu allait se rendre. C'est totalement faux. Et c'est là aussi où je ne suis pas d'accord avec l'idée de dictature iranienne, parce que ce n'est pas centralisé sur la figure du guide. On a très bien vu que les institutions continuent de fonctionner en Iran, malgré la mort de Khamenei. Là, ils ont mis 1 semaine, ce qui n'est pas très long, pour élire son successeur, qui n'est autre que l'un de ses fils, Mojtaba Khamenei. Alors là aussi, ça fait un peu grincer des dents, parce que certains ne sont pas contents que ce soit son fils. J'ai déjà entendu ces réflexions de la part d'amis iraniens. On a chassé une monarchie pour se retrouver avec un père et un fils. Semble-t-il que Khamenei ne souhaitait pas que son fils lui succède. Bon, c'est l'Assemblée des experts qui a élu, voilà, c'est pas moi. Mais il y a vraiment des institutions qui fonctionnent, calées sur l'exemple français, et ce pouvoir spirituel incarné par le guide qui est à différencier. Et ça, vraiment, dans l'esprit occidental, c'est vraiment pas clair. Donc, j'arrive à un autre point qui est l'Iran et l'Occident, parce que maintenant qu'on a compris comment fonctionnait l'Iran, comment étaient nées ces institutions politiques,
vous allez peut-être vous demander, mais pourquoi une telle haine entre l'Iran et les États-Unis? Dans les années 1980 éclate la guerre Iran-Irak. Alors en Iran, on l'appelle, ce terme est très important, la guerre imposée à l'Iran par l'Irak. La guerre imposée. Là, actuellement, la guerre de juin 2025, c'est la deuxième guerre imposée. En Iran, ils l'appellent comme ça. Et l'actuelle, c'est la troisième guerre imposée. Les Iraniens insistent sur le terme imposé. Parce qu'ils estiment que ce n'est pas eux qui l'ont choisi. Dès que Khomeini arrive au pouvoir, les Américains mettent les premières sanctions. Ils gèlent les avoirs financiers détenus à l'étranger. Ils vont financer Saddam Hussein qui a déclaré la guerre en 1980, qui durera jusqu'en 1988, qui fera quand même plus d'1 million de morts, donc totalité. Durant cette période, l'Iran va devoir surveiller son territoire intérieur avec certaines factions, les fameux moudjahidines du peuple iranien, donc ces islamo-marxistes, qui vont commettre des attentats. Ils ont quand même massacré 17 000 Iraniens, dont une partie du gouvernement. En 1981, le président de la République, Rajavi, qui se fait assassiner après presque 1 mois de mandat, ainsi que la quasi-totalité du gouvernement. Khamenei, qui lui aussi à l'époque est visé par un attentat, il va perdre sa main droite. C'est pour ça qu'il a une prothèse, et que vous voyez souvent sur les images comme ça, c'est parce qu'il a une prothèse en fait à la main droite. Donc ces moudjahidines du peuple qui vont être également armés et financés par les États-Unis. Ils auront une base en Irak, ils feront d'ailleurs la dernière offensive de la guerre Iran-Irak en juillet 88, l'opération Mersad. Et c'est d'ailleurs là que tombera en martyr le seul soldat étranger dans l'armée iranienne qui était un Français, Jérôme Kamal Courcelles. Ah oui, le seul soldat étranger était un Français. Alors, il s'était engagé dans l'organisation Badr sous une fausse identité parce que les Iraniens refusaient que des étrangers servent dans son armée pour justement ne pas être accusés de mercenariat ou de recruter des étrangers. Donc ces moudjahidines du peuple, alors vous les trouvez encore aujourd'hui en France. Ils avaient un camp en Albanie jusqu'à 2-3 ans, il a été fermé. Et donc ils ont un camp en France, au nord de Paris. Et c'est vous qui payez, c'est Nicolas qui paye une partie de leur protection. Voilà. Le temps. Oh, j'ai pas vu le temps passer, j'espère que Oui. Donc après il y a également le dossier nucléaire. Je vous invite, si ça vous intéresse, à lire le dernier numéro de Perspectives Libres, où j'ai signé une étude sur le dossier sur le nucléaire iranien, et où je reviens sur tous ces détails dans la première partie, notamment les Iraniens qui ont été victimes d'attaques de gaz par les Irakiens sur des populations civiles. Actuellement, ça n'a toujours pas été jugé. Aucun responsable n'a été poursuivi. Ça fait partie des différents dossiers qui empoisonnent les relations. Je vais écouter les questions, peut-être que je pourrais... Alors, d'abord merci Morgane. De rien.